L'or, monnaie universelle de la richesse et du pouvoir. Pierre angulaire des grands empires. Le minéral qui a changé le cours de l'histoire. L'aventure de l'or et de l'argent est une odyssée qui s'étend sur 6000 ans et touche 5 continents. Des canaux de Venise aux terrains aurifères de Californie, des routes commerciales asiatiques aux buildings de Wall Street, une saga qui accompagne l'essor de notre civilisation. En 3000 avant Jésus-Christ, l'or fait déjà office de monnaie rudimentaire. On est alors dans les premiers balbutiements de la notion d'une devise. Le paiement des biens et des services s'effectue par le troc de tout objet digne de valeur, y compris les épices, la nourriture et les animaux d'élevage. Si le principe d'échange existe depuis des milliers d'années, il trouve cependant rapidement ses limites. On imagine mal un marchand avec un portefeuille rempli de moutons. Il faut trouver une méthode plus pratique. La solution apparaît aux alentours de l'an 600 avant Jésus-Christ, à Sardis, capitale de la Lydie, l'un des plus riches royaumes de l'Antiquité. À cheval au carrefour de 3 continents, Sardis voit aussi bien passer des armées que des caravanes. Soldats et marchands finissent par s'embarrasser de devoir transporter les marchandises volumineuses qu'ils échangent. Il est bien difficile de payer sous forme de biens des soldats qui passent leur temps à combattre. Il faut donc créer quelque chose qui est à la fois de la valeur et qu'on puisse emmener avec soi facilement. La solution repose étincelante dans le lit de la rivière Pactolus, à Sardis. Des pépites d'or roulées par le courant depuis les collines alentours. Vers 550 avant Jésus-Christ, le roi Crésus de Lydie, peut-être lui-même légendaire roi Midas, a eu le premier l'idée de créer une pièce d'or. Il ne s'agissait pas seulement de battre la monnaie, mais en même temps de lui conférer une valeur. Le roi se portait en quelque sorte garant de cette valeur. Si avec ces pièces, vous ne pouviez plus tout à coup vous acheter par exemple 10 peaux de mouton, le roi, lui, vous garantissait la transaction. Ces petits disques de métal jaune vont littéralement changer le cours de l'histoire. C'était simplement un moyen plus efficace de transférer des richesses d'un propriétaire à un autre. Au lieu que je vous donne 2 chameaux pour votre poudre à canon, il devenait bien plus pratique que je vous la paie en monnaie. Si à travers les époques, d'autres minéraux comme l'argent seront également frappés sous forme de pièces, l'or demeure le plus précieux des métaux. À travers l'histoire des civilisations, l'or a toujours été un critère de valeur. Il ne connaît aucune barrière internationale, religieuse ou de langage. Une once d'or reste une once d'or, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Russie, en Afrique du Sud, ou dans le San Francisco de la ruée vers l'or. Devenues monnaie courante dans tout le bassin méditerranéen, les pièces d'or de Sardis tissent un lien historique entre Est et Ouest. Elles sont la première devise acceptée dans le commerce des soies et des épices asiatiques, des marchandises alors très prisées. L'or a un rapport valeur-poids très élevé. C'est-à-dire, par exemple, qu'on peut transporter sur soi une valeur importante sous la forme de petites pièces, relativement légères. On a trouvé la forme idéale pour une monnaie. Et c'est pour ça qu'elle est restée en vigueur pendant des milliers d'années. Cette simple forme de transaction fixe la norme des échanges internationaux pour les 2500 ans qui suivent, de la même manière qu'elle pose les fondations de notre économie. Alors que la pratique consistant à battre la monnaie s'étend à travers l'Europe et l'Asie, l'or devient espèce sonnante et trébuchante des royaumes. Alexandre le Grand rémunère ses armées en pièces d'or. Les Romains s'appuient sur l'or pour édifier le plus grand empire que le monde ait connu. Si quelqu'un à Rome souhaitait faire du commerce avec une autre personne ailleurs dans le monde, on pouvait acheminer de l'or d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que la valeur transférée demeurait la même où qu'elle se trouve. Un engagement financier avait valeur permanente. C'est pour cela que l'or s'est répandu. Devenue officiellement monnaie d'échange,
L'or incarne en quelque sorte la pierre angulaire des civilisations. À la chute de l'Empire romain occidental, en 476 après Jésus-Christ, ces mines d'or cessent tout simplement leur production. Sans or, le commerce qui alimentait le développement de la civilisation dans ce qui figure aujourd'hui notre Europe occidentale s'est arrêté. Une fois que l'Empire romain a commencé à s'affaiblir, ses réserves d'or se sont asséchées. On est alors entré dans une période longue de pratiquement 1000 ans avant qu'on ne se remette véritablement à exploiter l'or. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, près du berceau de la pièce d'or, l'Empire romain oriental, ou Byzance, prospère sous sa nouvelle religion, le christianisme, ainsi que grâce à une monnaie forte, également faite d'or. Au début du IVe siècle après Jésus-Christ, l'empereur Constantin de Byzance émet une pièce d'or qui va circuler et rester la même pendant 700 ans. Le bezante devient la monnaie la plus courante au monde et restera la plus longuement utilisée dans toute l'histoire. La capitale de l'Empire byzantin est Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Comme Sardis, elle se situe au carrefour des grandes routes commerciales internationales. Constantinople faisait figure de point d'intersection idéal entre l'Europe du Nord, la Russie, les steppes et la Méditerranée, entre notre Asie et notre Europe actuelle. Au Xe siècle, 1 million de personnes y vivent, autant qu'à Rome à son apogée. Constantinople s'enrichit grâce au commerce qui anime ses rues. Ses empereurs successifs affichent leur richesse en se faisant construire de somptueux palais aux coupoles dorées. Mais le succès de la capitale n'est pas sans éveiller des jalousies. Déjà, une rivale s'apprête à lui livrer une âpre bataille, en vue de rafler les immenses bénéfices dégagés par les échanges Est-Ouest. Un nouvel empire voit le jour en Europe. Les pieds dans la vase, il joue son va-tout sur le commerce maritime et sur l'or. Durant le Moyen-Âge, à court d'argent, on rassemble illégalement des copeaux d'or en limant le bord des pièces. C'est un crime passible de la peine capitale. Aux heures les plus sombres du Moyen-Âge, une ville va renaître des cendres de l'Empire romain, une cité lacustre, bénie pour sa géographie. La région méditerranéenne et son littoral pesaient d'un poids important dans le monde. Venise se situait en plein centre. C'était une plaque tournante des échanges, notamment industriels entre l'Est comme la Chine et l'Ouest. C'était aussi une plateforme pour le commerce avec l'Afrique du Nord, tout aussi civilisée. Si d'autres nations ont pris de l'essor grâce à leur conquête, les Vénitiens bâtissent leur empire sur le commerce. En 1104, on assiste à un développement significatif. Venise ouvre son fameux arsenal et commence à construire des navires. Cette activité est véritablement ce qui a marqué la fondation de son empire. Grande pionnière de la chaîne d'assemblage, Venise devient le haut lieu de la construction navale en Méditerranée. Sur le plus vaste chantier d'Europe, elle construit la plus imposante flotte que le monde ait connue. Ses négociants s'amarrent dans tous les ports du monde et se taillent la part du lion dans le commerce fructueux des soies et des épices orientales. Venise bénéficiait de ce qu'on appellerait aujourd'hui une balance commerciale excédentaire. Autrement dit, elle exportait plus qu'elle n'importait et la différence lui permettait d'amasser de l'or. Les rois et les empereurs européens étaient constamment endettés envers les banquiers florentins et vénitiens, y compris jusqu'à Henri VIII. Même les chevaliers français, cherchant pour leur 4e croisade un passage vers la Terre Sainte, vont jusqu'à se traîner aux pieds des Vénitiens. En 1202, les croisés sont arrivés ensemble à Venise, mais ils n'avaient pas les moyens de payer la somme d'argent convenue. Ils sont contraints de s'en remettre à un homme faible de 88 ans. Le dirigeant des Vénitiens était un personnage fascinant. Il s'appelait Enrico Dandolo et c'était le doge ou le duc ou encore le gouverneur de Venise et il était aveugle. Dandolo saisit au vol l'occasion qui se présente. Il accepte de fournir les navires à condition que ce soit lui qui tienne la barre de la croisade. Si les chevaliers ont l'ambition d'une guerre sainte, Dandolo, lui, complote une véritable vendetta commerciale.
Les Vénitiens, qui se sont par conséquent retrouvés en tête de la 4e croisade, ont décidé non pas de naviguer jusqu'en Palestine pour livrer bataille afin de libérer les royaumes chrétiens, mais plutôt de s'arrêter à Constantinople. Près d'un millénaire d'échanges commerciaux ont fait de Constantinople une capitale aussi riche que belle. Pour Dandolo, la ville est une horreur. C'est simplement une rivale dans ses affaires avec l'Orient. Ce n'était pas une question d'échange seulement avec la Syrie ou la Palestine. Celle-ci se trouvait au bout de la route de la soie. Et le commerce, qui s'étendait bien au-delà, jusqu'en Chine, était extrêmement rentable. Pas étonnant donc qu'elles aient fini par s'affronter. Tentés par leur part du butin, les croisés français se joignent aux Vénitiens pour assiéger la ville. Celle-ci doit sa chute en 1204 au massacre et au pillage perpétrés. Et la ville la plus riche au monde, qui 900 ans durant avait échappé aux conquêtes et avait baigné dans l'opulence, était tout à coup mise à sac. Les Vénitiens y ont fait des affaires pendant des siècles. Ils savent où exactement dénicher le magot. La grande cathédrale de Sainte-Sophie, les églises des saints apôtres, ainsi que d'autres lieux de culte ont été saccagés par les chrétiens d'Occident. L'une des plus importantes collections de trésors de Byzance, ou Constantinople, se trouve aujourd'hui à Venise, notamment dans sa cathédrale Saint-Marc. Alors qu'on se taille en morceaux l'Empire byzantin, les Vénitiens s'emparent des ports dynamiques des côtes est du bassin, faisant de Venise un empire hors pair dans le monde. L'année 1204 voit la naissance d'une puissance maritime sans précédent. Une puissance jamais égalée dans l'Europe de l'époque. Venise préfigure aussi un nouveau type d'empire. Elle est une mine d'initiatives économiques reposant sur la navigation, les échanges et l'or. Tant d'or que partout en Europe, ce sont les Vénitiens eux-mêmes qui décident de son prix. Chaque matin et chaque après-midi, un son de cloche annonçait le début d'une séance spécifique sur le Rialto, visant à fixer les prix. Et les commerçants qui étaient venus avec de l'or ou de l'argent, ou bien qui voulaient en acheter, participaient à cette séance. Il revient logiquement à Venise de frapper la monnaie officielle. Le ducat vénitien devient ainsi, pour les 4 siècles qui suivent, la devise en vigueur dans tout le bassin et même au-delà. On trouvait des ducats dans des endroits très éloignés, jusqu'en Inde et même jusqu'en Chine. C'est vous dire le prestige dont jouissait cette monnaie sur la surface du globe, tel qu'il était alors connu. Aussi longtemps que la Méditerranée demeure le centre du monde, Venise en est l'épicentre. L'ironie du sort veut que ce soit un Italien, Christophe Colomb, qui destitue Venise de son rôle de leader commercial. Avec le soutien des monarques espagnols, Colomb s'embarque en 1492 pour la plus audacieuse des routes vers les richesses de l'Est. Il lève les voiles vers l'Ouest. Tout le monde visait le sud, en contournant l'Afrique. Colomb a dit non, on va plutôt par là, ce sera bien plus rapide. Les gens l'ont écouté parce qu'il était convaincu de trouver de l'or en arrivant rapidement. Il disait que le premier pays à financer son expédition serait ensuite le pays à pouvoir se servir en or et en richesse qui ferait de lui le maître du monde. Si Colomb ne touchera jamais terre en Asie, le nouveau monde qu'il découvre s'avère riche en or, suffisamment pour faire des Espagnols, justement, les maîtres du monde. Et comme Venise, l'Espagne sera également amenée à survivre à son âge d'or. À la fin du XVIe siècle, d'autres pays ont occupé le devant de la scène, essentiellement en parvenant à devancer les Espagnols sur les océans. L'Europe du Nord en particulier, la Hollande et bien entendu l'Angleterre, qui est progressivement devenue l'Empire britannique au cours des 2 ou 3 siècles suivants. Le centre du monde se déplaçant vers l'Atlantique, ces terres voient naître des empires comparables à celui de Venise. Ainsi, Londres devient bientôt le nouveau géant des échanges et se dote d'un nouveau marché de l'or, ainsi que d'une toute nouvelle monnaie officielle.
Au même titre que le ducat vénitien à son époque, les deux devises que sont le guiné et le souverain anglais au cours dans le monde entier entre 1700 et 1900. Mais outre-Atlantique, l'histoire de l'or s'apprête à vivre un tout nouveau chapitre. Une nation révolutionnaire redéfinit le concept même de l'argent et son rapport avec l'or. Le Pala d'Oro, retable de la basilique Saint-Marc à Venise, est orné de joyaux inestimables pillés à Constantinople et sertis dans un énorme bloc d'or. Au début du XIXe siècle, les tout jeunes États-Unis souffrent d'un retard économique. Leur expansion ne s'avère possible qu'à l'aide d'espèces en petite monnaie. Au début des années 1800, notre pays était sous-développé. On importait plus de marchandises et de services qu'on en exportait. Par conséquent, nos espèces monnayées ou métalliques, puisqu'elles sont frappées dans le métal, partaient vers l'étranger. On se retrouvait donc avec très peu de monnaie. Les banques vont faire face grâce à une solution révolutionnaire, le papier-monnaie ou monnaie fiduciaire. Elles émettaient leurs billets. Chaque banque avait ses propres modèles, avec leurs propres valeurs. Les banques diffusaient ces billets sous la forme de prêts. Puisqu'on avait l'assurance qu'ils seraient acceptés, les gens pouvaient les dépenser et éventuellement les rapporter au guichet et les échanger contre leur valeur en or. La première expérience américaine avec le papier-monnaie a lieu pendant sa Révolution. Mais imprimée par le gouvernement sans la moindre garantie de contrepartie, la monnaie s'avère sans valeur. Ces nouveaux billets, en revanche, sont avalisés par l'or que détient la banque. Ils sont remboursables contre de l'or. Durant les décennies qui précèdent la guerre civile, les billets émis par les banques privées représentent la monnaie la plus couramment utilisée en Amérique. Les gens affluent en masse aux États-Unis avant la guerre civile et l'économie se développe rapidement. L'offre en métaux précieux comme l'or et l'argent, par contre, ne suit pas forcément. Les banques augmentent donc l'offre de monnaie. Le problème est que les banques développent trop cette offre. La valeur nominale des billets en circulation dépasse de loin leur contre-valeur en or. Le système monétaire en vigueur à l'époque était mal perçu. On ne disposait que de tant en or et tant en argent. Et on émettait pourtant des billets pour 2 à 3 fois la valeur de l'or en réserve. Des banques douteuses ne se gênaient pas pour mettre en circulation du papier-monnaie qu'elles étaient peu ou pas sûres de garantir. Pour peu que les détenteurs se présentent en même temps afin de convertir en or leurs billets, les banques coulaient. C'est ce qui arrive à des centaines d'entre elles au cours des années 1830. Ce n'est qu'en 1848 que l'Amérique parvient à se libérer de sa camisole économique. L'or de Californie a véritablement placé les États-Unis au rang d'entité économique d'envergure internationale. L'or californien devient le sang de l'économie américaine. Ce navire est l'une des artères par lesquelles il transite. 2 fois par mois, sur 43 voyages, le paquebot Central America convoie l'or californien vers New York. En été 1857, Wall Street attend avec impatience l'arrivée de la 44e traversée. Il y avait à l'époque ce qu'on appelle maintenant une récession économique. Ce n'était pas une dépression pour autant, mais des problèmes avaient démarré en juillet et en août. L'argent manquait, il y avait eu des faillites et le marché était très tendu. On attendait donc une grande quantité d'or en provenance de San Francisco pour regonfler les marchés financiers new-yorkais. Outre ces 19 tonnes d'or, le Central America transporte 500 passagers, pour la plupart des chercheurs d'or rentrant chez eux avec leur bas de laine durement gagnés. La nuit du 12 septembre, à 260 km au large des côtes de Caroline, le Central America traverse un ouragan. Après 3 jours passés sous des pluies diluviennes, assailli par les vagues, sa chaudière submergée, il perd tout contrôle. Ses passagers abandonnent leurs espoirs, comme ils quittent le navire en y laissant leur lourde fortune. Au tout dernier moment, l'or leur est apparu comme inutile. Il y a des témoignages sur des gens jetant leur or depuis leur cabine de luxe, le déversant précipitamment sur le pont. L'or, c'est lourd.
Ce n'est pas ça qui allait leur porter secours une fois dans l'eau. Et justement, dès qu'ils réalisaient qu'ils devaient sauter dans l'eau, l'or devenait tout à coup quelque chose dont il fallait se débarrasser. Lorsque le navire a sombré, avec à bord ce qui représentait à l'époque des millions de dollars en or, la panique qui s'en est suivie a généré une véritable récession. Ce fut le comble. L'or coulait les banques de la côte Est. La panique et la récession économique de 1857 se sont sérieusement aggravées parce que le véritable moteur du pays, cet or qu'on attendait de Californie, s'était brutalement volatilisé. Aussi longtemps que l'économie repose sur l'or, celui-ci continue de menacer la nation tout entière. La guerre civile éclate. La bataille fait rage sur l'or, le papier et l'argent. L'ironie du sort veut que l'un des navires à avoir recueilli des rescapés du Central America porte le nom du roi légendaire qui aimait se couvrir de poussière d'or, El Dorado. Le 12 avril 1861, un premier coup de canon plonge l'Amérique dans la guerre civile, ainsi que dans une crise économique provoquée par une pénurie d'argent liquide. La plupart de l'argent utilisé aux États-Unis avant la guerre civile circule sous la forme de billets émis par les banques privées. Au début de cette guerre, on est même en présence de milliers de billets différents. Les gens pouvaient sortir de leur portefeuille un billet de la State Bank de Cincinnati, un autre venant de la Miller's Merchant Bank à New York. Il y en avait d'innombrables variétés. Ces billets peuvent être rapportés auprès de leur banque émettrice afin d'y être rachetés contre des pièces d'or, ce jusqu'à un certain jour d'avril à Fort Sumter. Le gouvernement fédéral doit faire face à une guerre difficile. Chaque nouvelle journée de 1861 donne le sentiment que cette guerre va encore s'éterniser et coûter davantage. Pressé de trouver de quoi financer la guerre, le gouvernement emprunte de l'or auprès des banques privées. Aussi, celles-ci se retrouvent-elles avec des réserves insuffisantes pour garantir leur papier-monnaie. La conséquence, c'est une crise dramatique. Tous les billets ont tout à coup pratiquement perdu leur valeur parce que les banques ont été obligées de mettre un terme à leur compensation en or. Il n'y a pas assez d'or et l'Amérique ne parvient pas à gérer à la fois son économie et la guerre. Mais un député new-yorkais, Elbridge Spalding, sort du lot en proposant une solution radicalement nouvelle. Il avait été banquier auparavant et il a concocté l'idée de mettre en circulation un billet fédéral qu'on appellerait le billet vert ou dollar. Contrairement aux billets des banques privées, le dollar n'est pas échangeable contre de l'or. Il faut bien comprendre que, jusqu'il y a environ 100 ans, toute autre chose que de l'or était essentiellement considérée comme un billet à ordre, c'est-à-dire une promesse de payer, mais de payer en or. C'est la première fois depuis la constitution du pays qu'on se retrouve avec une monnaie fiduciaire qui n'a ni argent ni or derrière elle, mais qui est tout de même une monnaie légale émise par le gouvernement fédéral. Un simple tour de manivelle sur la presse typographique met en œuvre un tout nouveau concept. Un bout de papier crée de la valeur, parce que le gouvernement des États-Unis en a ainsi décidé. Le billet en lui-même ne représentait rien, mais c'était bien de l'argent par ordonnance du Congrès. C'est ce qu'on appelle de l'argent par décret, un véritable bouleversement dans la vie des Américains. À la fin de la guerre, le gouvernement a mis en circulation pour quelques 400 millions de dollars en billets verts. Un dollar en billet vert équivaut à un dollar or. En théorie seulement. En pratique, non. Le problème est que les valeurs bougeaient constamment. On avait d'une part l'or, dont la valeur dépendait de la demande, de sa production dans les mines, des échanges commerciaux avec l'étranger. Et on avait d'autre part le billet vert, dont la masse en circulation était décidée par le Congrès. Le problème était donc le suivant: comment rendre possible l'échange d'or avec le billet vert? On a donc créé un marché spécial à New York appelé Salle de l'or. À l'instar des banquiers vénitiens, les agents de change fixent quotidiennement le prix de l'or, à savoir le nombre de dollars billets nécessaires pour acheter des dollars or. Cette simple équation inspire l'une des plus célèbres escroqueries de l'histoire américaine, perpétrée par un duo de requins de la finance de l'âge d'or, Jim Fisk, le banquier haut en couleur de l'époque, et Jay Gould,
un ancien employé d'épicerie de campagne devenu magnat du chemin de fer. Jay Gould et Jim Fisk venaient juste de faire parler d'eux. Ils avaient joué un rôle prédominant dans une énorme bataille financière à Wall Street sur la prise de contrôle de la compagnie de chemin de fer Erie, alors l'une des plus importantes dans le pays. Ils ont été corrompre des législateurs à New York. Ils ont soudoyé des juges aussi. À un moment, ils se sont même retrouvés en bateau sur la rivière Hudson et ils fuyaient vers le New Jersey avec tous leurs billets. Au printemps 1869, Gould et Fisk commencent à échafauder une arnaque encore plus audacieuse. Il s'agit de s'accaparer le marché de l'or. Diaboliquement simple, le principe consiste à profiter de la loi de l'offre et de la demande. En d'autres termes, plus ils achètent d'or, moins il y a d'offres. Par conséquent, la demande augmente, en même temps que le prix se met à grimper. Et lorsque le prix de l'or a suffisamment monté, Gould et Fisk vendent alors tout et empochent au passage le pactole. Malheureusement, pour réussir ce genre de coup dans la salle de l'or, il fallait d'abord prendre le contrôle de la politique du gouvernement. Le gouvernement fédéral détenait quelque chose comme 100 fois l'or en circulation dans l'économie privée. Occasionnellement, le gouvernement vend ses surplus d'or, faisant ainsi baisser le prix du métal jaune. Gould et Fisk doivent donc s'efforcer de maintenir l'or du gouvernement hors du marché. Mais Ulysse Grant vient d'arriver au pouvoir et personne ne sait encore quelle va être sa politique fiscale. Ils ont donc décidé d'essayer de prendre le contrôle de la politique des finances du président Grant. Ils l'ont d'abord accompagné lors d'un voyage à Boston, à bord d'un paquebot dont l'un d'entre eux était propriétaire. Ils se sont assis avec lui et ils lui ont parlé du billet vert, de l'or. Mais Grant les déçoit. Il n'a aucune intention de geler le marché de l'or. Sans se décourager, Gould et Fisk décident de poursuivre l'escroquerie. Ils placent une taupe au ministère des Finances, offrent un pot de vin au beau-frère du président et mentent ouvertement en déclarant aux journalistes de telle sorte que Wall Street l'entende que Grant ne vendra pas d'or. Leur plan fonctionne à merveille. Tout au long de l'été 1869, le prix de l'or grimpe régulièrement pour atteindre à la fin du mois de septembre la valeur de 162 $ en billets verts pour 100 $ or. Mais Grant déjoue le complot lorsqu'il prend connaissance d'une lettre écrite par son beau-frère en faveur de Gould. Gould est parti voir ses courtiers en coulisses pour leur demander de commencer à vendre l'or tranquillement. C'est-à-dire que, alors qu'une frénésie prend possession du marché, Gould vend. C'est précisément à ce moment que Grant donne l'ordre au ministère des Finances de se défaire de 4 millions de $ en or pour en faire baisser le prix. Lorsqu'on a appris la nouvelle, ça a été la panique. Immédiatement, tout le monde s'est mis à revendre désespérément son or et les prix ont chuté. Le 24 septembre 1869 est surnommé Vendredi noir. En dégringolant, le prix de l'or a balayé des milliers de spéculateurs. Gould et Fisk mourront aussi riches qu'ils seront maudits pour la crise dont ils sont à l'origine et pour les vies qu'ils ont détruites. À l'image de la catastrophe du Central America, ce Vendredi noir rappelle au monde que les économies qui s'appuient sur l'or demeurent toujours à sa merci. On s'est demandé comment contenir la masse monétaire en circulation puisqu'elle dépendait elle-même de la force incontrôlable de l'or. Le monde, cependant, n'est pas prêt d'apprendre à se passer de l'or. D'autant plus que les grandes ruées vers l'or qui ont eu lieu en Amérique, en Australie et en Afrique du Sud continuent d'alimenter le flot de métal précieux qui coule jusqu'aux hôtels de la monnaie. Pour la première fois de l'histoire, l'or était la pièce qui circulait entre les millions de poches des gens à travers le monde. On ne le trouvait pas dans la salle des coffres des banques centrales, ni même à l'époque vraiment utilisé en bijouterie. C'était au contraire un moyen de paiement courant pour les achats quotidiens, ou encore la pièce cadeau qu'on offrait aux petits-fils pour Noël, comme par exemple un souverain en or. Au début du XXe siècle, la plupart des pays sont passés à l'étalon or, grâce aux pièces d'or ainsi qu'aux papiers-monnaies compensables en or. Les beaux jours de l'étalon or ne durent cependant pas plus d'une génération. Vient d'abord la Première Guerre mondiale, jusque-là la plus ruineuse de l'histoire. En mettant à sec les réserves d'or, elle exclut la plus grande partie de l'Europe du standard fixé. Arrive ensuite la fameuse Grande Dépression. Par un samedi morose de mars 1933, la nation la plus riche du monde est sur le point de basculer dans la faillite.
Les citoyens américains se sont mis à fulminer contre les banques du pays pour que celles-ci reprennent leurs billets contre de l'or. En une seule semaine, 15% des pièces d'or disparaissent de la circulation. C'est le pire cauchemar que puisse faire un banquier, voir tous ses déposants retirer en même temps leur argent. Plus de 5000 banques font faillite à travers le pays. Les autres demeurent suspendus à un fil entre survie et effondrement. Le soir de son investiture, Roosevelt invoque ses prérogatives utilisables en temps de guerre pour fermer toutes les banques. Moins de 24 heures plus tard, il ratifie une loi retirant l'Amérique de l'étalon or. Au nom des États-Unis, je décide de retirer les pièces en or de la circulation. En 1933 et 1934, on a retiré de la circulation, selon le décret du président Roosevelt, les pièces en or. Les gens qui en thésaurisaient dans les tiroirs de leur buffet, dans leurs poches, etc., ont été invités à les rapporter, sauf celles reconnues comme ayant une valeur de collection. Aussi, lorsque les banques rouvrent une semaine plus tard, les dépôts sont à nouveau supérieurs au retrait. La crise est passée. L'or ne circule plus en tant que devise. La seule monnaie légale est faite de cuivre, de nickel, d'argent et de papier. Au lieu de frapper des pièces d'or, la plupart des gouvernements stockent désormais le métal jaune en barres afin de garantir la valeur des billets qu'ils impriment. $1 d'or équivaut à tant de dollars papier. Néanmoins, l'éternel problème subsiste. La demande de monnaie devance l'offre d'or. C'est toujours la même rengaine, à savoir si ce truc de fou allait continuer à diriger l'économie ou bien si les gens allaient enfin pouvoir la gérer comme ils s'en sentaient capables. Cette question va trouver une réponse définitive dans le sillage d'une Seconde Guerre mondiale encore plus dévastatrice que la première. À leur apogée en 1949, les États-Unis détiennent la moitié de tout l'or jamais exploité dans l'histoire, soit pratiquement 22 000 tonnes. Alors que le monde s'extirpe difficilement de la Grande Dépression, une nouvelle crise s'avance à grands pas. Celle-ci menace la civilisation tout entière. Adolf Hitler prend le pouvoir alors que l'Allemagne est encore chancelante de sa défaite dans la Première Guerre mondiale. Ses réserves d'or sont vides et sa monnaie sans valeur. Ayant promis de rendre au pays sa gloire initiale, Hitler entreprend de reconstruire l'Empire germanique. Pour ce faire, il lui faut de l'or. Il est essentiel de comprendre que les réserves d'or de l'Allemagne en 1939 ne sont pas énormes, environ 200 millions de dollars, et qu'elles ont été déjà largement engagées, notamment dans la construction de la machine de guerre allemande. Par ailleurs, le pays ne peut plus acheter de produits manufacturés à l'étranger, ni de matières premières de base, avec son Reichsmark trop faible. Sa seule alternative reste l'or. Aussi, au fur et à mesure qu'elle marche sur l'Europe, l'armée allemande pille au passage les réserves d'or des nations. En 1938, la Tchécoslovaquie avec ses 30 millions de dollars en or. En 1939, la Pologne avec 85 millions de dollars en or. En réalité, ça a commencé en 1938 avec l'Anschluss en Autriche. Ils ont d'abord pris l'or des Autrichiens, puis en 1939, ils se sont emparés des réserves tchèques en finissant d'occuper la Tchécoslovaquie. Et au début de la guerre, chaque fois qu'ils se rendaient maîtres d'un pays, ils en pillaient l'or. La plupart du butin d'Hitler est stocké dans les chambres fortes de la Reichsbank, à Berlin. Mais le vent commence à tourner pour ce Reich qui doit durer 1000 ans. Les bombardements intensifs menés jour et nuit par les forces alliées détruisent systématiquement la machine de guerre d'Hitler en la frappant au cœur. C'est-à-dire en anéantissant les infrastructures industrielles, elles-mêmes bâties sur de l'or volé. Le 3 février 1945, plus de 900 bombardiers alliés lâchent près de 2300 tonnes de bombes sur Berlin. La ville est réduite à l'état de cendres et de ruines. La Reichsbank est pratiquement détruite. En février 1945, ce qui restait des réserves d'or à la Reichsbank a probablement été chargé à bord de camions par des prisonniers, sans doute français, et acheminé jusqu'à Merker, au sud de l'Allemagne. Ce printemps 1945,
la 3e armée du général Patton s'avance sur l'Allemagne comme un mastodonte. Le 4 avril, elle entre dans la ville de Mercœur. Des rumeurs y circulent sur une cargaison secrète parvenue récemment de Berlin et qui aurait été dissimulée tout près de là, dans une mine de potassium. Par curiosité, plusieurs GIs décident de descendre mener l'enquête. À leur sortie du mont de charge, 800 mètres plus bas, ils tombent nez à nez sur une énorme porte en acier. On envoie un message à Patton. Que faut-il faire? La réponse de Patton, faites sauter la porte. Le génie militaire s'apprêtait à souffler la porte. Quelqu'un a réalisé qu'un demi-bâton de dynamite suffisait pour faire sauter le mur, juste à côté d'elle, sans avoir à s'en faire pour la chambre forte. Dans la salle reposent plus de 7000 sacs soigneusement empilés. Ce que les Américains trouvent à l'intérieur est tellement incroyable que 3 hommes parmi les plus puissants du monde veulent le voir de leurs propres yeux. George Patton, son supérieur Bradley, ainsi que Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe. Le gratin s'est déplacé pour une scène hors du commun. Plus de 8000 barres d'or sous forme de lingots, 2000 sacs de Reichsmark en or, de livres anglaises, de francs français et de pièces américaines de 20 $ or, et des centaines de sacs de pièces d'or provenant d'autres pays. En s'avançant vers le fond de la mine, Patton découvre la cache d'un sinistre butin. Tout l'arrière de la chambre était constitué de biens qui avaient été volés aux victimes des camps de concentration. Il y avait là un empilement de valises remplies d'argenterie, d'alliances, de dents en or. Chaque sac, caisse ou malle avait été inventorié avec soin et estampillé d'une étiquette marquée Melmer. Melmer était l'officier SS allemand qui effectuait les allers-retours avec les camps de concentration pour ramasser tout ce qu'il pouvait comme dents en or, alliances, montres en or, afin de les acheminer vers Berlin. Au cours de la guerre, il avait fait comme ça au moins 77 livraisons contenant le fruit de son pillage. L'actif apporté au compte de Melmer se chiffre alors à plus d'1 million de dollars américains. Aujourd'hui, cette somme dépasserait le milliard. Mais cette découverte n'est encore que la partie visible de l'iceberg. À la fin de la guerre, les Allemands avaient pillé pour environ 580 millions de dollars en or à travers les pays occupés. Là-dessus, on estime à une valeur de 450 millions de dollars l'or transféré pendant la guerre vers la Suisse ainsi que vers d'autres pays. En 1946, on confie cet or à une commission internationale chargée de chiffrer les dommages aux victimes de l'Holocauste. L'excédent est remis à une commission alliée qui le redistribue aux nations volées. L'Europe est dévastée et se relève péniblement du second conflit mondial. Les États-Unis apparaissent alors comme le pays le plus riche de l'histoire. Pour pouvoir reconstruire leur économie, les nations déchirées par la guerre sont contraintes d'acheter des dollars. Leur mode de paiement reste l'or. En conséquence, les réserves d'or des États-Unis montent en flèche. La plus grosse part est ainsi stockée 5 niveaux sous Manhattan, dans les chambres fortes de la réserve fédérale. À l'époque, il y avait dans les sous-sols de Manhattan probablement près d'un quart ou du tiers de tout l'or extrait au fond des mines. S'appuyant sur une telle quantité d'or, le dollar devient la devise la plus forte du monde. Les pays règlent leurs dettes en dollars et les gouvernements peuvent échanger leurs dollars pour de l'or. À l'instar du Bézante et du Ducat, le dollar est l'espèce sonnante et trébuchante. 2 décennies plus tard, les économies des pays européens sont remises d'aplomb. C'est au tour de l'Amérique de se saigner avec sa ruineuse guerre du Vietnam. Alors que l'Europe, à nouveau prospère, revend à son tour de plus en plus de dollars au Trésor américain, les réserves en or du pays s'affaiblissent. La confiance dans le dollar tout-puissant s'effondre. Les États-Unis font face à la pire crise économique depuis leur Grande Dépression. Le président Nixon va y répondre par une solution radicale. Il cesse d'accepter le dollar contre de l'or. Ce que Roosevelt a commencé, Nixon le termine. On rompt définitivement le lien qui unissait papier-monnaie et or. Désormais, seule la confiance est susceptible de garantir la valeur de l'argent. À partir du moment où Nixon a coupé le cordon ombilical une bonne fois pour toutes,
les États-Unis se sont retrouvés bien plus libres qu'avant pour prendre des décisions économiques. Le simple trait de plume de Nixon suffit à renverser un pilier économique érigé en Lydie plus de 2000 ans auparavant. Dans nos économies actuelles, même la monnaie fiduciaire devient peu à peu obsolète. Grâce à l'ère digitale, de New York à Tokyo, des transactions financières impliquant jusqu'à plusieurs milliards de dollars ne s'effectuent plus par chèque ni par transfert de métaux précieux, mais par un simple acheminement informatique de chiffres. L'argent est devenu un concept abstrait. Vous n'entrez pas dans votre banque en annonçant « je veux voir mon argent », parce qu'on va vous regarder d'un air déconcerté en se demandant de quoi vous parlez. Par contre, on va vous imprimer un relevé de compte et vous explique gentiment « voilà votre argent ». Si le monde a utilisé les pièces d'or pendant plus de 2000 ans, le papier-monnaie n'est resté en cours qu'environ 200 ans. On en est arrivé doucement au point où l'argent est devenu une idée abstraite, alors que nos chambres fortes sont toujours pleines d'or. La question est de savoir ce qu'on en fait. C'est juste de l'or sans rapport avec l'unité d'information enregistrée sur mon compte par ma banque, ou apparaissant sur mon relevé de carte de crédit, ou encore dans ma convention de prêt étudiant. C'est devenu simplement une marchandise. Ça pourrait aussi bien être une cuve de pétrole, ou un tanker transportant de l'essence, ou même une pile de pneus. C'est juste un objet. Mais pour les pays en voie de développement, qui ne disposent pas de carte de crédit et où l'argent ne représente parfois pas plus que la valeur du bout de papier sur lequel il est imprimé, rien ne vaut l'or. Dans les zones rurales du Moyen-Orient, d'Asie et du sous-continent indien, l'or demeure un moyen d'échange parmi les plus courants et les plus liquides. Parce que justement, c'est de l'argent. C'est resté la toute première forme de monnaie d'échange ayant existé. Voilà pourquoi les rois et les reines d'Angleterre le convoitaient. Voilà pourquoi Venise est devenue le centre puissant d'échanges commerciaux. Voilà pourquoi elle s'est déplacée jusqu'à Constantinople pour s'en accaparer davantage. L'or est resté important parce que c'est de l'argent.